Chers internautes, chers lecteurs, auditeurs, téléspectateurs de immedia.sn, bonjour. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Amadou Sène Niang dans le cadre de l'émission 25 minutes pour éclairer. 25 minutes pour éclairer, aujourd'hui il sera beaucoup question d'aide de décentralisation, surtout de coopération décentralisée. Nous allons vous présenter M. Mohamedou Sène Niang. M. Niang est consultant formateur en gouvernance locale, auditeur du Centre d'études diplomatiques de Dakar, CEO cabinet, COS Coaching and Consulting, K2C. Ancien conseiller technique numéro 1 du ministère de la coopération décentralisée sous le magistère de Mme Mam Astou Gueye. Naturellement donc, il sera question de coopération décentralisée avec le prétexte de cet épisode, avec l'échange épistolaire entre le maire de Thiès, Babacar Diop, et l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, M. Pirovarov. Bonjour M. Sène. Bonjour M. Tchoban, c'est un plaisir de vous retrouver, de participer à votre émission. Le plaisir est partagé, M. Sène. Nous allons tout droit vers la question. Aujourd'hui, comme je viens de le dire, on a vécu un échange d'épistolaire entre M. Diop Babacar, maire de Thiès, et l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, son Excellence M. Pirovarov. L'objet c'était quoi? C'est le maire de Thiès avait reçu en audience l'ambassadeur de Russie au Sénégal. Et le diplomate ukrainien s'en était offusqué et a même adressé des lettres de protestation. Vous, aujourd'hui, en tant que spécialiste de la coopération décentralisée, parce que, je dois le dire d'ailleurs, le prétexte de cette rencontre, de cette audience entre l'ambassadeur russe et le maire de Thiès, c'était qu'il y a un projet de jumelage entre la ville de Thiès et la ville de Sébastopol dans le Crimée. Et aussi, il faut préciser que le Crimée a été aujourd'hui sous annexion russe, ce qui pourrait expliquer la sortie de l'ambassadeur ukrainien. Vous, aujourd'hui, en tant que spécialiste, comment analysez-vous ce qu'on pourrait considérer comme ce jeu de ping-pong entre les deux autorités? Merci, c'est une question importante. C'est un sujet très très intéressant. L'analyser est un peu difficile au regard de sa complexité, parce que c'est au carrefour de la diplomatie, de la géopolitique, de la décentralisation et même de la souveraineté de certains États. Cela fait que c'est un sujet plus ou moins complexe. Les échanges épistolaires entre les autorités locales de Thiès et l'ambassadeur de la Russie, suite à l'audience accordée par l'ambassadeur de la Russie, m'ont poussé un peu à réfléchir à ce niveau. J'ai été élu local, je l'ai été à partir de 1996 jusqu'à récemment en 2022 à différents niveaux, au niveau du conseil régional de Dakar, au niveau de la commune de Rufisque-Est à Rufisque, au niveau de la ville de Rufisque. Et je fais le tour du pays pour un peu former les élus locaux sur différentes thématiques. Et donc c'est intéressant pour nous autres militants de la gouvernance locale. Mais analyser sous l'angle de la géopolitique permet justement de comprendre un peu les enjeux qu'il y a autour de cela. Effectivement, la ville de Sébastopol est une ville importante pour l'Ukraine, mais aussi pour la Russie. N'oublions pas que tous ces États-là appartenaient à l'ancienne URSS, dont l'Ukraine, la Pologne, la Biélorussie, etc. Donc c'était des États de l'ex-URSS. À l'éclatement de cette union, il y a eu un peu, avec Boris Yeltsin, une répartition de certains territoires. Et la Crimée s'est vue, a été justement est partie prenante du territoire ukrainien. Ce que l'actuel président de la Russie, Vladimir Poutine, a contesté en annexant un peu la Crimée. N'oublions pas que Sébastopol concentre en son sein l'arsenal même militaire de la Russie, de l'ancienne URSS. Donc c'est une ville très très importante pour la Russie et aussi pour l'Ukraine. Les populations de Sébastopol, de la Crimée, parlent non pas la langue ukrainienne, mais la langue russe. Donc pour dire que du point de vue de la géopolitique, il y a une prudence à observer au regard des enjeux qu'il y a dans cette ville-là. Le Sénégal, dans l'État du Sénégal, en premier le chef de l'État,
ont eu une certaine neutralité très positive. Vous avez vu, il a été en Ukraine, il a été en Russie, et je crois que cela est très très important. Donc, Sébastopol est une ville importante. C'est une ville importante militairement, historiquement, et diplomatiquement et géostratégiquement. C'est une ville très très importante pour la Russie et pour l'Ukraine, mais pour faire un peu une extension, elle est importante pour le monde occidental. Parce que justement, si la Russie craint que l'Ukraine soit dans l'OTAN, c'est pour la majeure partie dû à sa position géostratégique et à l'importance au plan militaire de cette zone-là. Donc, ça, c'est en quelque sorte un enjeu de taille mondiale. Maintenant, vu sous l'angle de la coopération décentralisée, il nous faudra véritablement avoir une autre lecture. Parce qu'en réalité, les collectivités territoriales sont depuis longtemps dans cette coopération à travers des jumelages. Mais avant d'en arriver à cette situation, moi je voudrais insister sur le fait aujourd'hui, parce que si on écoute votre exposé, il a été beaucoup question de ville et de la place de la ville dans la géopolitique mondiale aujourd'hui. Parce que ces deux villes, c'est Sébastopol, une ville qui n'est pas comme toutes les autres. C'est aussi Thiès, qui est historiquement une ville qui n'est pas toutes les autres villes sénégalaises. Est-ce à dire aujourd'hui qu'il va falloir même essayer de réinventer la place de la ville dans la diplomatie mondiale? Parce que jusqu'à présent, on parle de souveraineté des pays et maintenant, et aujourd'hui, il y a des villes qui peuvent jouer. Est-ce que la ville peut jouer aujourd'hui un caractère de rapprochement à travers, par exemple, ce jumelage de la coopération décentralisée? Absolument, absolument. Vous savez, la diplomatie, c'est une sphère d'exclusivité pour les États. C'est un domaine réservé pour les États. Et c'est pourquoi, depuis tout le temps, ça a été... pour la signature d'un traité, par exemple, il n'y a que 4 possibles signataires. Le chef de l'État, le chef du gouvernement, l'ambassadeur ou le ministre des Affaires étrangères. Mais il y a eu une évolution, parce qu'il ne faut pas oublier que les guerres qu'on observe à travers le monde sont des guerres entre États. Et le secrétaire général de CGLUA, cité, et gouvernements locaux unis d'Afrique, et Jean-Pierre Elombassi pour ne pas le citer, s'interroge souvent en disant est-ce qu'on a une fois vu 2 villes se déclarer la guerre? La réponse, elle est positive. On n'a jamais vu ça. Donc, elle est négative du moins. Donc, on n'a jamais vu ça. Pour dire que tel que le monde évolue aujourd'hui, il y a lieu de faire intervenir d'autres acteurs. Et à ce sujet, les collectivités territoriales, à côté des organisations internationales, ont un rôle important à jouer. Et cela date de très longtemps. Et si je m'en tiens à l'exemple de la ville de Rufisque, qui a été, après la Première Guerre mondiale, la première ville africaine, on peut dire, à venir en appui à la reconstruction d'une ville française, Aîné-Beaumont. Le conseil municipal de la ville de Rufisque, dirigé en son temps par Ngalandou Diouf, avait voté une délibération pour subventionner la reconstruction de cette ville bombardée et détruite par les bombes lors de la Première Guerre mondiale. Ça a permis, cette subvention de 10 000 francs par mois de l'ancien franc français, a permis la reconstruction de l'église de Aîné-Beaumont, a permis la reconstruction de l'hôtel de ville de Aîné-Beaumont et bien d'autres infrastructures. Pour dire que le Sénégal s'est longuement inscrit dans cette dynamique de coopération avec d'autres, les collectivités en tout cas sénégalaises, avec d'autres pays. Marseille, en pleine guerre d'Algérie, avait signé avec la ville d'Alger. Et récemment, en 2016, je crois, la ville de Nice a signé avec une autre ville de la Crimée, Yalta. Donc, vous avez vu que cela n'a pas empêché que les gens se tirent sur la ville de Nice. Oui, puisque c'est une sphère gardée par l'État, il y a certains orthodoxes qui pensent que ça ne doit être que l'affaire des États. Or, ce qu'on constate, c'est que la diplomatie territoriale, la diplomatie des villes, enjambe celle des États. Elle la complète, elle la fortifie, elle l'humanise, parce que les intérêts des États, dans les conflits, dans les guerres, ne sont pas les intérêts des collectivités territoriales, qui,
quand elles organisent des partenariats, quand elles font des jumelages, se basent beaucoup plus sur des valeurs comme la solidarité, comme l'entraide, comme la promotion de la paix, l'humanisme de façon globale. Donc c'est une coopération assez humaniste, c'est une coopération de plaidoyer pour la paix, c'est une coopération à soutenir. Et c'est dans ce sens que moi j'inscris un peu la démarche du maire de Thiès. D'ailleurs, même à suivre le maire de Thiès, dans un communiqué que son cabinet a sorti, a rendu public, ils disent qu'il a reçu l'ambassadeur russe sur demande du ministère sénégalais des Affaires étrangères. Donc, est-ce que, jusqu'à présent, j'imagine, le maire Babacar Diop est resté sur la logique? Oui, dans une certaine mesure, oui. Et il faut noter que, au plan institutionnel, les collectivités sont laissées à elles-mêmes. On avait vu ici un ministère chargé de la coopération décentralisée. Moi-même, j'ai été conseiller technique numéro 1 avec ma concitoyenne, ma sœur, Mme Assougay, qui était ministre chargé de la coopération, délégué auprès du ministre Karim Wade entre 2011 2012. 2010, 2011, 2012. Mais aujourd'hui, on n'a plus ça. On avait une direction de la coopération décentralisée au Sénégal. Ce n'est plus le cas. On n'a pas de directeur, même si institutionnellement la direction existe, il n'y a pas, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas de directeur de la coopération décentralisée. Ce qui fait que les collectivités territoriales sont laissées à elles-mêmes et essayer de développer des stratégies pour le financement de leur... Maintenant, que le ministère des Affaires étrangères indique ou demande au maire de la ville de recevoir l'ambassadeur de la Russie, c'est une bonne chose, mais ça devrait être un peu formalisé, préparé, planifié, avec une certaine pédagogie pour la collectivité territoriale. Il devrait y avoir une certaine harmonie entre ce que font les collectivités et ce que fait le ministère des Affaires étrangères et le ministère des collectivités territoriales. Mais il y a un vide institutionnel qu'il faut véritablement corriger. Il y a un autre point sur lequel je ne suis pas d'accord avec le maire de Thiès. C'est que la coopération, elle est encadrée. Elle est encadrée. La coopération décentralisée, elle est encadrée, en tout cas du point de vue du Code général des collectivités territoriales. La signature d'une convention n'est pas une affaire du maire. Ça ne relève pas de ses attributions. C'est une délibération qu'il faut prendre et la délibération, elle est adoptée par le conseil municipal. J'apprends que le conseil municipal de Thiès n'a pas été informé par rapport à ça. Cela pose problème. L'autre problème qu'il faut peut-être souligner, c'est le domaine sur lequel porte le projet de coopération décentralisée. Ça doit être un domaine qui entre dans le cadre des compétences des collectivités territoriales. Quand on l'entend parler de transport ferroviaire, je crois que, je ne sais pas le contenu de sa pensée, mais ce qu'on note, c'est que le transport ne fait pas partie, en tout cas, des compétences transférées aux collectivités territoriales. Il faut aussi que la convention soit approuvée par le représentant de l'État. C'est une approbation préalable à toute exécution. Je ne crois pas que le préfet soit informé. Donc, du point de vue de la procédure, nous notons un caractère plus ou moins nul parce que, de sa démarche. Parce que, justement, il doit impérativement passer par cette procédure. Maintenant, quand on interroge un peu certains représentants de l'État, ou bien quand on voit un peu la difficulté qu'éprouvent les représentants de l'État pour approuver une démarche de coopération décentralisée, on le sent beaucoup plus sur l'absence de référentiel pour ces représentants, les préfets, les sous-préfets, pour un référentiel qui leur permettrait de voir la cohérence, l'harmonie, l'alignement de cette coopération avec la ligne diplomatique de l'État qu'ils sont censés représenter dans leur circonscription administrative. Et cela n'existe pas. Quand les représentants de l'État approuvent une convention de coopération, il n'y a pas un référentiel sur lequel ils peuvent se baser pour faire cette approbation en conformité avec un peu la ligne diplomatique. Cela a posé problème
parce que un peu partout, hein, mais globalement, les collectivités territoriales sénégalaises s'alignent sur la ligne diplomatique du pays. Sauf que pour Thiès, certains disent oui, il ne devait pas faire, il devait faire. À mon humble avis, il peut effectivement entretenir, la ville de Thiès peut entretenir des relations de coopération avec une ville de la Russie, avec une ville de l'Ukraine, même si c'est deux villes qui sont en guerre. Et cette diplomatie territoriale pouvait et pourrait demain peut-être jouer à la résolution de ce conflit, à rapprocher les peuples. Ça sert à cela et je crois qu'on peut donner 1000 exemples à ce niveau où véritablement les collectivités territoriales font une diplomatie parallèle, font ce qu'on appelle, certains parlent de paradiplomatie, mais dans tous les cas, c'est une diplomatie utile à la diplomatie des États. Monsieur Niang, revenons un peu maintenant sur le concept tant que tel de la coopération décentralisée. Vous avez cité tantôt le cas historique de Rufisque avec Aîné Beaumont. Bon, j'imagine aussi que Rufisque est jumelé à la ville de Nantes. Nantes, voilà, à la ville de Fès, à la ville de Dakhla. Bien d'autres collectivités. Voilà. À la ville de Kanifing en Gambie. Voilà. Linguère, par exemple, est jumelé à Pont-Saint-Maxence. Saint-Louis à Lille. Voilà. Dakar à Rabat, à Paris, etc. Ok. etc. Donc, les collectivités sénégalaises sont dans ça. Voilà, ils sont dans ça depuis longtemps. Mais à y regarder de très près, si on en juge de votre sortie aujourd'hui, le Sénégal, le gouvernement le ministère qui n'a même plus de direction de la coopération décentralisée. Le directeur. Voilà. Au plan administratif, ok. il n'y a pas de directeur. Aujourd'hui, pensez-vous que la collectivité territoriale sénégalaise tire le maximum de bénéfices de cette coopération décentralisée-là? Timidement. Je dois avouer que les collectivités territoriales de pays anglo-saxons, en tout cas en Afrique, en profitent mieux que les collectivités territoriales de pays francophones. Les Gambiens sont très forts à ce niveau. Tous les pays qui sont toutes les collectivités qui sont dans les pays anglophones, en tout cas, tirent profit de façon substantielle et considérable. Mais qu'est-ce qui fait la particularité de cette coopération-là? Il y a un encadrement et peut-être et la Common Health est très, très solidaire à ce niveau. Je ne peux pas en dire moins pour ceux qui sont dans l'espace francophone, mais du point de vue de la pratique de la coopération décentralisée, le problème se pose. Nous avons effectivement entre la France et le Sénégal un dispositif conjoint qui permet aux collectivités territoriales sénégalaises d'être portées par des collectivités territoriales françaises pour le financement d'un certain nombre de projets liés à cette coopération. On peut en citer pas mal d'exemples. Et aussi, au plan, on peut ajouter à cet aspect institutionnel au niveau local un autre aspect citoyen. C'est-à-dire que ça permet un peu aux populations de se connaître. Récemment, un groupe de jeunes de la ville de Compiègne a séjourné à la commune de Saly, Portugal, pour un peu réhabiliter 2 salles de classe. Et c'est les jeunes volontaires compiègnois aujourd'hui entretiennent d'excellentes relations avec les jeunes de Saly. Donc au-delà même des collectivités locales, il y a les peuples. Si vous allez à Rufisque, il y a ce qu'on appelle un centre construit pour les citoyens, pour les associations, par la commune de Nantes. Et c'est via les associations de la ville de Nantes. Donc il y a cet aspect important de participation citoyenne qu'il faut souligner. Mais ce dispositif est méconnu par les collectivités territoriales sénégalaises et n'est pas utilisé à fond. On me dit que des fois, des milliards qui sont logés à l'ambassade de la France rentrent en France sans problème. Parce que malheureusement, il n'y a pas de projet déposé par les collectivités territoriales sénégalaises. L'autre dispositif qui est très très important, qui a été mis en place lors du sommet Africité au Maroc, à Marrakech, en 2018, c'est le Fonds africain pour la coopération décentralisée internationale. Et au début, on a fait signer 7 conventions entre 7 villes marocaines et 7 villes qui sont dans l'Afrique subsaharienne, dont la ville de Dakar et la ville de Rufisque.
Moi-même, j'étais présent, j'accompagnais le maire de la ville de Rufisque. Aujourd'hui, avec ce dispositif, le jardin public de la ville de Rufisque est en train d'être réhabilité pour un montant de 350 000 euros. Vous voyez donc que la ville de Dakar est championne dans l'utilisation de cette... Moi-même, le mémoire que je vais soutenir récemment au niveau du centre d'études diplomatiques et stratégiques porte sur la diplomatie des villes, le cas de la ville de Dakar, qui a des partenaires dans les 5 continents. Et je dis souvent que Dakar est une ville mondiale. Donc, il y a des collectivités territoriales qui comprennent les enjeux, qui utilisent à fond les produits de la coopération décentralisée, mais il y a un nombre assez important de collectivités qui ne s'y connaissent pas, qui ne s'exercent pas dans ça. Et si les autorités locales de ces collectivités voyagent, c'est souvent pour faire du tourisme municipal. Et aussi, un autre aspect important, il n'y a pas que la France, avec ses collectivités territoriales, qui doit faire l'objet de conventions, de partenariats au niveau des collectivités territoriales. Il faut diversifier les axes. C'est vrai que certains pays n'ont pas cette tradition de décentralisation, mais il y a l'axe asiatique avec les villes chinoises, et il y a les villes russes qu'il ne faut pas écarter, les villes ukrainiennes si possible, au niveau des États-Unis et même au niveau de l'Afrique. Il faut que les collectivités territoriales africaines entretiennent entre elles aussi des relations de partenariat. D'ailleurs, c'est là où je voulais en venir, aussi bien entre villes africaines que même entre villes sénégalaises. Par exemple, c'est là où entre en jeu le concept d'intercommunalité. Qu'est-ce qui est aujourd'hui fait pour que Dakar, que Linguère, que Ziguinchor puissent en tenir des relations de jumelage avec Zender au Niger, ou bien entre Ziguinchor et Linguère, ou bien entre Diourbel et Kaolack? Si l'article 19 du Code général des collectivités territoriales est le siège de la coopération décentralisée, l'article 16 de ce même code est le siège de l'intercommunalité dont vous parlez. Et ça permet justement, avec le décret qui vient d'être signé récemment, le décret d'application, ça permet à certaines collectivités d'un seul tenant d'entretenir des relations intercommunales sur des domaines de compétences qui relèvent d'elles, c'est-à-dire sur la gestion des ordures ménagères par exemple, sur l'éclairage public, sur des domaines qui relèvent de leurs compétences. Voilà, merci. Aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que ces organisations-là devraient, en plus, c'est-à-dire des maires individuellement, devraient pouvoir jouer un rôle beaucoup plus prégnant dans la résolution des questions diplomatiques, même à la place, bien à côté des États? Oui, c'est le cas. Il y a un certain dynamisme au niveau de CGUA. Et au niveau de l'UA, il y est aménagé un espace pour la collectivité territoriale. Au niveau de la CEDEAO, par exemple, pour parler de notre région, il y a un espace qui est aménagé. Et on peut aller même plus loin. Aujourd'hui, les autorités coutumières et religieuses ont leur place dans la gouvernance mondiale. Je crois que cette semaine-ci, Madame le ministre Ngoné Ndoye, qui est un peu la présidente des femmes lébou de Dakar, va recevoir au moins une dizaine de rois camerounais ici. Donc tout ça pour dire qu'il y a une possibilité pour les États de faire intervenir d'autres acteurs. Pas que seulement les organismes internationaux, mais il y a les collectivités territoriales qui sont beaucoup plus proches des populations, qui devraient justement être mises à contribution pour la résolution des conflits, mais aussi et surtout pour la localisation et la mise en œuvre des agendas mondiaux. Il y a les ODD, il y a le cadre de Sunday, il y a pas mal d'autres agendas ici au niveau africain. Il y a l'agenda 2063. Pour la mise en œuvre et la localisation de ces agendas-là, il faut impérativement une implication de ces collectivités territoriales. Et à ce niveau, il y a une certaine pédagogie qui est déployée. Au niveau de CGUA, avec leurs académies, il y a une formation qui est dispensée pour les autorités locales afin de mieux s'approprier de ces agendas-là, pour un peu faciliter leur localisation et leur mise en œuvre. Il faudrait que ces autorités étatiques comprennent que les collectivités territoriales, quoique
quoique démembrement de leur état respectif, ont un rôle à jouer qui est important dans la promotion de la paix mondiale. Merci, mesdames, messieurs. Nous voilà au terme de notre émission. Nous remercions encore une fois M. Amadou Sène Niang, qui est consultant expert en gouvernance locale. Vraiment, merci, M. Niang, d'avoir accepté notre invitation. Nous remercions aussi les hommes de l'ombre qui ont permis à cette émission d'exister. Nous voulons citer Serigne Salou Dem, Gorgui Thiam au niveau de la réalisation et du cadrage. En même temps, ne pas oublier le digital avec Souleymane Mboup. Merci, chers auditeurs, internautes, téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de 25 minutes pour éclairer.